Rejoignez-moi dans une exploration captivante de l'Égypte ancienne, où les pierres millénaires murmurent des secrets fascinants. Ensemble, dévoilons les mystères enfouis, ceux que seule l'Antiquité peut révéler. La pyramide rhomboïdale de Dahchour, avec ses particularités singulières et son aura de mystère, rivalise avec la majestueuse pyramide de Khéops à Gizeh, un monument énigmatique qui nous invite à plonger au cœur de l'histoire. Malheureusement, cette pyramide est souvent dénigrée en égyptologie. On la réduit fréquemment à un exemple d'échec architectural, illustrant prétendument le manque de maîtrise des anciens Égyptiens dans la construction de monuments de grande envergure. La principale raison de cette critique semble être la nécessité d'expliquer pourquoi le pharaon Snéfrou aurait immédiatement ou simultanément entrepris la construction de la pyramide rouge à proximité. Or, il y a un problème majeur à simplement qualifier la pyramide rhomboïdale d'échec en raison de sa forme particulière. L'écueil de l'anachronisme, consistant à juger le passé à l'aune des valeurs contemporaines, trouve ici une résonance particulière. L'égyptologie situe généralement la pyramide rhomboïdale de Snéfrou comme la première à avoir bénéficié d'un revêtement lisse et angulaire, conférant à une pyramide sa forme pyramidale. Bien que la pyramide de Meidoum ait probablement été érigée antérieurement, les découvertes archéologiques suggèrent qu'elle fut initialement conçue comme une pyramide à degrés, à l'instar de celle de Saqqara. Ce n'est que dans un second temps que des pierres de parement inclinées furent ajoutées. Dès lors, comparer la pyramide rhomboïdale à toutes les pyramides classiques qui suivirent s'avère quelque peu fallacieux, car elle fut, à l'époque, le seul monument à arborer une forme approximativement triangulaire. La pyramide rhomboïdale, loin d'être un échec, pourrait être perçue comme une étape vers la perfection. Il est fascinant de constater que les temples solaires de la 5e dynastie, érigés environ un siècle plus tard, arborent une structure centrale évoquant un hybride entre la forme unique de la pyramide rhomboïdale et celle d'un obélisque. Si l'attention se focalise souvent sur les raisons de cette forme si particulière, les couloirs et chambres de la pyramide recèlent des mystères bien plus captivants. Le changement d'inclinaison externe ne figurerait même pas parmi les 10 caractéristiques les plus intrigantes de ce monument. Malheureusement, la pyramide rhomboïdale demeure la plus négligée des pyramides de la 4e dynastie et peu de fouilles archéologiques approfondies y ont été menées. Pendant une grande partie du XXe siècle, l'accès à cette structure était formellement interdit en raison de sa proximité avec des installations militaires. Ce n'est que récemment, en 2019, que ces portes se sont officiellement ouvertes au tourisme. Cette pyramide si singulière et enveloppée de mystères mérite une exploration approfondie. Je vous propose de plonger au cœur de sa structure interne, en dévoilant ses particularités. N'hésitez pas à partager en commentaire les aspects qui suscitent le plus votre curiosité pour de futures explorations plus détaillées. Je tiens à remercier Keith Hamilton, dont les guides sur la pyramide rhomboïdale, disponibles sur academia.edu, se sont avérés précieux. Ils ont été une ressource inestimable pour mon exploration de cette structure énigmatique. Je tiens également à remercier le projet Isida, qui a généreusement partagé de nombreuses photographies de l'intérieur, que vous pourrez admirer. Ces clichés, pris avant la restauration de la pyramide pour le tourisme, révèlent des détails cruciaux, désormais invisibles. Le site web du projet Isida regorge de magnifiques photos de toutes les pyramides d'Égypte, et vous trouverez le lien dans la description. Sur la face nord de la pyramide rhomboïdale, nous avons la chance de pouvoir observer l'une des rares entrées de pyramide qui est restée intacte jusqu'aux pierres de parement. L'énorme linteau qui surplombe l'entrée dément l'idée que les entrées des pyramides de l'Ancien Empire étaient conçues pour être dissimulées. Située à un peu moins de 12 mètres au-dessus du sol, cette pierre massive était aisément repérable depuis le désert. Le linteau, sous le poids des siècles, a légèrement glissé, s'affaissant sous son propre poids, comme en témoignent les blocs adjacents. La pyramide rhomboïdale présente de nombreuses fissures et glissements, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour autant, on ignore si les anciens Égyptiens considéraient ces imperfections comme un défaut majeur. Les récits qui présentent la pyramide rhomboïdale comme un monument raté reposent sur cette hypothèse. La structure monumentale défiant les siècles se dresse fièrement depuis plus de 4500 ans. Loin d'être au bord de l'effondrement, elle témoigne d'une ingénierie hors pair. À l'entrée du corridor descendant, des particularités captivent immédiatement l'attention.
Une large cavité circulaire orne la partie supérieure du mur, suivie d'une découpe intrigante dans le plafond. Selon une interprétation répandue, une porte mobile obstruait autrefois cet accès. L'existence originelle de cette porte, son ajout ultérieur par des restaurateurs ou son absence totale restent des sujets de débat passionnés au sein de la communauté égyptologique. La pyramide de Mykérinos garde encore, près de son entrée, les pierres de revêtement d'origine, et l'on peut y observer une fissure au plafond. Dans la pyramide rhomboïdale, le dallage a disparu à l'entrée du couloir descendant. On remarque des particularités dans la maçonnerie inférieure, mais l'escalier moderne en bois empêche une observation plus détaillée. Plusieurs cavités, grossièrement obstruées aujourd'hui, parsèment les murs. Ces cavités auraient pu servir à fixer des rondins et des cordes, facilitant ainsi le transport de charges lourdes dans le couloir. Continuant notre descente, à 12,60 m après le début du corridor, une importante déformation de la maçonnerie se révèle à nous. Une jointure continue dans le couloir a glissé de 23 cm vers le bas, du côté extérieur, en direction de l'entrée. Ce point de rupture, la plus grande imperfection visible de la pyramide, est souvent cité comme la preuve irréfutable que la structure aurait été jugée défectueuse. Le linteau du plafond, désaxé, présente 3 cm de pierre taillée, comme si un glissement antérieur avait été corrigé à une époque reculée. Les 20 cm de pierre restantes, saillant de manière incongrue, auraient pu être aisément retirés sans risque, afin de maintenir l'apparence lisse et continue du corridor. Pourtant, cette tâche n'a jamais été accomplie, laissant cette énigme persister à travers les âges. Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer ce mystère, au-delà de la simple idée d'un abandon pur et simple par les anciens Égyptiens. À environ 11 mètres en dessous du plafond effondré, un couloir descendant s'enfonce dans la roche-mère, se prolongeant sous la surface du désert. Ce passage souterrain continue sa course vers les profondeurs, jusqu'à atteindre une trentaine de mètres sous le niveau du sol aride. On ignore encore si ce couloir descendant fut creusé tel un tunnel à travers la roche, à l'image de la Grande Pyramide, ou s'il fut aménagé dans une tranchée à ciel ouvert. Au fur et à mesure que l'on progresse vers le bas, la maçonnerie du couloir se détériore, probablement en raison de l'humidité croissante qui s'y accumule. Au bout d'un corridor souterrain, le plafond s'élève, s'ouvrant comme une invitation pour les objets volumineux à négocier plus aisément le changement de direction. Ici, à environ 30 mètres sous la surface, nous voilà confrontés à l'un des mystères clés de la pyramide rhomboïdale. Le corridor se poursuit horizontalement sur une distance d'environ 5 mètres, mais son plafond s'élance à plus de 12 mètres de hauteur, orné de petites consoles rétrécissant progressivement pour former le toit. Un escalier moderne dissimule une paroi rocheuse verticale et plane, témoin silencieux du passé. Mais la question persiste, lancinante. Pourquoi les anciens Égyptiens se sont-ils aventurés si profondément sous terre, creusant ces tunnels labyrinthiques, pour finalement rebrousser chemin et s'élever à nouveau vers le ciel? L'architecture des lieux évoque irrésistiblement la grande galerie de la Grande Pyramide, avec son plafond haut et étroit défiant toute explication rationnelle. Ce corridor s'élance vers le haut, prolongeant un passage inférieur. Plus troublant encore est l'état dans lequel John Chippering découvrit ce corridor en 1839. Pour y accéder, il dut déblayer le passage descendant, obstrué par le sable et les débris. Au pied du couloir descendant, Peering consigna que cet espace en encorbellement était rempli de petits blocs de maçonnerie formant un escalier abrupt, rappelant étrangement l'escalier de bois moderne que l'on connaît aujourd'hui. L'escalier de pierre, loin d'être un simple amas de blocs, était constitué d'éléments grossièrement équarris et liés par du mortier aux parois. Cette maçonnerie représentait-elle la conception originelle, une modification ultérieure ou une restauration plus récente? L'agencement élevé du couloir aurait pu initialement constituer un obstacle à l'accès, comme on le constate dans la chambre haute de la pyramide rouge, où l'élévation verticale jouait un rôle dissuasif. Cependant, l'ajout d'un escalier de pierre conférait à l'ensemble un caractère purement esthétique, dépourvu de fonction manifeste. Sur le côté sud, d'étroits encorbellements s'ouvraient sur une pièce située à environ 7 mètres au-dessus du sol, avant l'installation de l'escalier de pierre. Cette pièce, baptisée chambre basse, s'élève à environ 17 mètres de hauteur, ornée d'encorbellements magnifiques sur ses 4 côtés.
15 assises de maçonnerie en encorbellement se succèdent avant que les blocs ne se rejoignent pour former le plafond de la chambre. Malgré cette hauteur impressionnante, seules les 2 ou 3 assises supérieures de maçonnerie pourraient s'élever au-dessus du substratum rocheux. Ainsi, la structure repose presque entièrement sous terre. John Perring découvrit également la chambre basse, où une multitude de petites pierres étaient entassées sur le sol. Cette pièce déconcerte et son utilité reste un mystère, certains avançant l'hypothèse d'une chambre funéraire abandonnée. Cette supposition se fonde sur l'existence d'une autre salle, plus haut dans la pyramide, qui aurait été destinée à un usage plus grandiose. Mais si cette chambre inférieure a été délaissée, ce n'est certainement pas en raison de problèmes structurels de la pyramide elle-même. Presque entièrement creusée dans le roc, la chambre présente une voûte en encorbellement d'une solidité remarquable, insensible aux pressions latérales. Ces encorbellements, aux arêtes vives, présentent un état de conservation exceptionnel, avec très peu de fissures ou d'écaillures. Les murs rocheux de la chambre basse, autrefois ornés de fines dalles calcaires, portent aujourd'hui les stigmates du temps et des passages répétés, laissant apparaître des pans dénudés. D'innombrables encoches découpées dans les parois intriguent. On imagine aisément qu'elles servirent à ancrer des échafaudages imposants ou à faciliter l'ascension d'objets lourds vers les niveaux supérieurs de la pyramide. Certaines de ces encoches ont été rebouchées, d'autres demeurent béantes, tandis que d'autres encore, à peine ébauchées, semblent témoigner d'un travail inachevé. Faute de documents les recensant et les analysant exhaustivement, il est difficile d'attribuer une fonction précise à chacune de ces marques énigmatiques. Sur le flanc sud de la chambre inférieure, une ouverture fait écho à l'entrée septentrionale, invitant le regard à s'aventurer au-delà. Un bref couloir de 2 mètres s'ouvre sur un puits vertical imposant, affectueusement surnommé la cheminée. Ce conduit s'élève sur environ 15 mètres, tutoyant presque la hauteur de la chambre basse elle-même. On estime que le sommet de cette cheminée affleurerait approximativement la base de la pyramide, là où elle fusionne avec le socle rocheux environnant. Pourtant, cette cheminée semble mener nulle part, son sommet étant obstrué par 2 larges dalles de calcaire qui font office de plafond. De forme rectangulaire, la cheminée mesure environ 1,5 mètre de long sur 9 décimètres de large, une dimension légèrement supérieure à celle d'un couloir pyramidal standard. À 4 mètres de hauteur dans la cheminée, une étroite corniche a été aménagée sur la paroi occidentale, s'étendant sur 75 cm de profondeur. Cette corniche précaire soutient encore un bloc de calcaire de Tura qui menace désormais de basculer dans le vide. Une autre corniche, distante de 30 cm et située en face du bloc, semble avoir été conçue pour permettre de le renverser et ainsi bloquer l'accès à la cheminée. 6 mètres plus haut, une nouvelle paire de corniches jumelles se profile, destinée, semble-t-il, à recevoir un autre bloc de calcaire prêt à être basculé. La seule différence réside dans l'agencement inversé de ces corniches, celle située à l'est étant plus profonde, offrant ainsi un socle plus stable pour le bloc. Apparemment, la majeure partie de ce bloc de calcaire de Tura supérieur a disparu, mais je n'ai jamais vu de photographie prise de l'intérieur de cet espace. Et si la cheminée vers nulle part n'était pas assez mystérieuse, il existe également une petite ouverture en encorbellement entre la cheminée et la chambre inférieure, communément appelée la fenêtre. Ce petit point d'accès mesure environ 2 mètres de haut et s'élargit jusqu'à 90 cm en bas, ce qui offre amplement d'espace pour qu'une personne puisse s'y faufiler. Il faut observer que la fenêtre est placée directement au-dessus du dispositif de blocage en calcaire de Tura inférieur dans la cheminée, ce qui la rendrait complètement inutile en tant qu'obstruction. Enfin, la cheminée elle-même ne commençait pas à l'origine au niveau du sol de la chambre inférieure. Au cœur des mystères de la Grande Pyramide se cache un conduit énigmatique. En 1948, l'égyptologue Ahmed Fakhri révéla que ce conduit, semblant être une continuation de la cheminée principale, s'étendait sur au moins 8 mètres vers le bas. L'exploration de ces profondeurs fut interrompue, et le conduit fut comblé, laissant derrière lui un voile de secret. Des années plus tard, un chercheur indépendant, Keith Hamilton, exhuma un article fascinant datant de mars 1947, publié dans l'Illustrated London News.
Cet article rare dévoile que l'accès à la partie inférieure de la cheminée était habilement dissimulé, masqué par une maçonnerie astucieuse imitant la roche environnante. Ces 8 mètres supplémentaires, plongeant vers les entrailles de la pyramide, positionneraient le conduit à un niveau inférieur à celui du couloir descendant, ajoutant une nouvelle couche de complexité à l'énigme de la Grande Pyramide. Nous voici donc même pas à mi-chemin de la pyramide rhomboïdale et déjà submergés par un flot de mystères et d'investigations incomplètes. Revenons à la chambre basse. Là, sur la paroi sud, à environ 13 mètres de hauteur, s'ouvre un tunnel d'accès. Taillé à même la pierre, ce passage est brut et irrégulier. De toute évidence, il ne faisait pas partie des plans initiaux de la pyramide. Une question cruciale se pose alors. Quand ce tunnel a-t-il été creusé, puisqu'il s'agit manifestement d'une excavation? Le consensus général suggère que ce tunnel fut créé par les bâtisseurs en raison de sa précision remarquable, reliant le système de la chambre supérieure par le chemin le plus court. De plus, l'idée de débuter un tunnel à 13 mètres de hauteur dans le mur d'une chambre n'aurait pu germer que dans l'esprit d'individus possédant une connaissance approfondie de la conception pyramidale. Un détail en particulier me laisse perplexe, la similitude frappante entre l'entrée du tunnel de la pyramide rhomboïdale et le corridor d'accès à la chambre supérieure de la pyramide rouge voisine. Ces 2 tunnels se situent au centre de la paroi sud, à 5 ou 6 assises de maçonnerie sous le plafond. Si le but des bâtisseurs était de dissimuler ces points d'accès, pourquoi les auraient-ils reproduits dans les 2 pyramides? La conception de la pyramide rouge suggère une vulnérabilité. Des pilleurs ultérieurs pourraient avoir exploité un tunnel creusé en s'inspirant des accès existants. Si le tunnel reliant la pyramide rhomboïdale est d'origine, cela signifierait que les bâtisseurs de l'Ancien Empire avaient renoncé au secret comme protection pour leur pyramide. Ce tunnel présente une particularité. Il dévie légèrement vers l'est avant de se recentrer vers l'ouest, rejoignant un corridor horizontal supérieur. D'autres tunnels pyramidaux, comme le puits de la Grande Pyramide, présentent des ajustements de trajectoire similaires, possiblement conçus pour prévenir les éboulements. C'est une raison supplémentaire pour laquelle beaucoup s'accordent à dire que ce tunnel est authentique. On suppose que des pilleurs n'auraient pas creusé avec autant de soin. Un point de référence essentiel est que le tunnel de liaison commence sous la roche-mère, puis remonte dans la maçonnerie de la pyramide à environ mi-hauteur. Ce tunnel débouche sur le corridor horizontal supérieur à la moitié de sa hauteur, s'ouvrant en dessous de l'endroit où le dallage du sol aurait été posé. Ce corridor relie une entrée supérieure sur le côté ouest de la pyramide rhomboïdale à une chambre haute. L'ensemble de cette chambre supérieure aurait été complètement isolé du système de la chambre inférieure sans ce tunnel de liaison. Cependant, la cheminée adjacente à la chambre inférieure soulève une interrogation fascinante. Était-elle dès l'origine conçue comme un point de jonction? En s'aventurant vers l'ouest depuis le tunnel de connexion, en direction de l'entrée supérieure, on découvre immédiatement une particularité pyramidale absolument unique. Un puits rectangulaire d'une profondeur de 4 mètres se dévoile, s'étendant sur environ 2,5 mètres de long et 1,5 mètre de large. Les parois de cette cavité révèlent une maçonnerie uniforme et soigneusement appareillée, attestant qu'il s'agit d'un élément constitutif d'origine. Le fond de ce puits, selon les dires, serait constitué de la roche-mère sur laquelle repose la pyramide. Une vaste cavité creuse la partie supérieure du mur ouest du puits, évoquant l'apparence originelle possible du sommet de la grande galerie de la Grande Pyramide. Ces rainures auraient pu faciliter le déplacement d'objets lourds à l'aide de cordes. Au-dessus du puits, 5 paires d'encoches carrées ornent les murs du corridor, principalement orientés vers l'ouest. On suppose que ces encoches soutenaient des poutres, aidant également au transport d'objets massifs avec des cordes. Juste à l'ouest du puits, on découvre une herse en calcaire, autrefois close et scellée, mais percée d'un trou d'accès dans un coin supérieur. L'herse, ingénieusement conçue, se referma en diagonale, du nord au sud, glissant sous le niveau du sol. Ce détail architectural essentiel à la pyramide rhomboïdale précède de 600 ans l'adoption d'un système similaire dans d'autres édifices. Au-delà de cette barrière, le corridor s'élève, d'abord selon un angle de 25 degrés, puis s'accentue jusqu'à 30 degrés, menant à l'entrée supérieure, côté ouest. C'est John Perring qui, en 1839, découvrit cette entrée occidentale, alors encore scellée par une pierre de parement. 2 séries d'ouvertures en forme de D marquent les murs,
là où autrefois reposait le revêtement de pierre extérieure. Le couloir descendant depuis cette entrée supérieure resta obstrué de blocs calcaires jusqu'en 1951. Cette année-là, Ahmed Fakreh acheva le travail initié par Abdel Salam Hussein. Hussein disparut de façon inattendue en 1949, emportant avec lui tous ses registres. Fakreh documenta de manière lacunaire la méthode employée pour sceller ce couloir. Ainsi, une fois de plus, des preuves essentielles furent irrémédiablement perdues. J'ose affirmer que d'anciens pilleurs nous auraient laissé plus d'éléments à exploiter que ces égyptologues du XXe siècle. Vous remarquerez l'état de conservation exceptionnel du corridor supérieur, scellé pendant 4500 ans. Un aperçu saisissant de l'apparence originelle des couloirs pyramidaux. En revenant vers l'est et en descendant ce corridor supérieur, quelques détails captivent l'attention. À environ 11 mètres de l'entrée de la pyramide, une jointure continue se dessine sur les murs, le sol et le plafond. De plus, une paire d'encoches discrètes orne les parois intérieures, ajoutant au mystère de ce lieu ancestral. Dans les profondeurs de la pyramide, l'écho du passé résonne à travers les couloirs. À l'instar de la jonction continue observée dans le couloir descendant inférieur, qui avait glissé de 23 cm, certaines caractéristiques suggèrent une expansion progressive de la pyramide, érigée en plusieurs étapes distinctes. Non loin de l'extrémité du couloir descendant supérieur, une découverte insolite attendait. Un petit sarcophage, mis au jour en 1947, abritait les restes momifiés d'une chauve-souris et d'autres créatures de petite taille. On suppose qu'il s'agit d'une sépulture intrusive datant de la basse époque égyptienne, bien après l'édification de la pyramide. Là où le couloir descendant s'horizontalise, une autre énigme se dévoile. Une fosse mystérieuse creusée dans le sol, dont la fonction demeure inconnue. La maçonnerie régulière suggère une construction originelle soignée. Il est fréquent de trouver des élargissements dans les corridors des pyramides pour faciliter le passage d'objets volumineux lors des changements de direction. Pourtant, cette fosse d'1,50 m de profondeur et d'un peu plus d'1 mètre de long semble mal adaptée à cet usage. En reprenant le corridor horizontal vers l'est, nous franchissons à nouveau la herse abaissée, enjambons la fosse profonde et dépassons le tunnel de jonction. Puis nous découvrons une autre herse transversale, restée ouverte. Cet élément pourrait bien être l'indice le plus significatif que la pyramide rhomboïdale ait à offrir. La herse, tel un reflet inversé de la porte close, devait glisser du sud vers le nord. Jamais je n'ai aperçu d'image montrant comment cette herse ouverte se positionne vue de derrière, là où, semble-t-il, un bloc carré sert de butée. L'autre butée, celle de la herse fermée, est aisément visible, bien que mes photos la concernant soient rares. Une personne de grande taille, armée d'une perche à selfie, pourrait capturer des clichés de cet espace caché derrière la herse ouverte. J'implore donc un spectateur bienveillant de m'aider dans cette quête visuelle. À quelques mètres, à l'est de cette herse ouverte, on pénètre dans la chambre haute, où un bloc de plafond biseauté facilite l'accès. Une petite excavation creusée dans le sol indique la direction de la chambre supérieure, mais elle ne s'étend pas loin. Les traces de feu révèlent que ce creusement est l'œuvre de pillards et n'est pas d'origine. Un imposant mur de pierre bloque l'accès à la chambre haute. Pourtant, à l'époque de la découverte de Paring, cet espace était rempli de petits blocs de calcaire et quartz qui facilitèrent l'ascension. Aujourd'hui, seuls quelques-uns de ces blocs subsistent, éparpillés çà et là, remplacés par des échelles modernes. L'ascension au sommet du mur de la chambre haute dévoile une pièce immense, désormais dans un état de conservation déplorable. Les corbeaux soutenant autrefois le plafond quadrangulaire sont aujourd'hui méconnaissables, réduits à l'état de vestiges évoquant davantage une grotte. On distingue encore le corbeau supérieur, ainsi qu'une poutre de bois d'origine qui consolide le plafond. En contrebas, au fond de la chambre, subsiste une structure de larges rondins de bois évoquant un échafaudage. Cette zone, presque entièrement obstruée de maçonnerie depuis l'année 1839, a été partiellement dégagée lors d'une excavation exploratoire de 4 mètres de profondeur. John Paring décrivait jadis cet espace comme irrémédiablement ruiné. Des vestiges de maçonnerie s'accrochent encore au mur, sur 2 niveaux, témoignant de l'existence passée d'un plancher ou d'un plafond, selon l'interprétation que l'on fait de l'espace habitable. On a longtemps cru que l'échafaudage de rondins
avait été conçu pour consolider la chambre lorsque des problèmes structurels sont apparus. Cependant, un examen plus attentif révèle une autre réalité. Les rondins ont été insérés dans la maçonnerie d'une manière qui n'apporte qu'un renforcement négligeable. De plus, on ignore à quel moment précis les encorbellements de la chambre supérieure ont commencé à céder. Par conséquent, toute interprétation des caractéristiques de la chambre comme une réponse à des défauts de conception relève de la pure spéculation. Selon certaines sources, un cartouche peint représentant du snifru aurait été découvert près du fond de la chambre haute. Cependant, l'emplacement exact de cette découverte reste un mystère pour moi. Cette vidéo commence à s'allonger alors que nous n'avons fait qu'effleurer le mystère de la pyramide rhomboïdale. J'espère vous avoir donné un cadre conceptuel pour susciter des questions pertinentes sur sa conception singulière. Face à la multitude d'énigmes, certains chercheurs, dépassés, ont déclaré que cette pyramide n'était qu'une expérience de construction ratée. Mais cette explication simpliste ne se révèle ni satisfaisante ni concluante. À bien des égards, la pyramide rhomboïdale, dans sa structure interne, se rapproche plus de la Grande Pyramide. Or, rares sont ceux qui qualifieraient ce monument d'échec monumental. Au cœur des sables d'Égypte, la pyramide rhomboïdale se dresse, un mystère de pierre figé dans le temps. Grâce au projet ICEDA, nous avons pu plonger dans ses entrailles avant que les rénovations touristiques ne voilent à jamais ses secrets. Imaginez-vous explorateur, arpentant ces couloirs millénaires, témoins d'un passé grandiose. Quelles énigmes cette structure énigmatique recèle-t-elle? Quels secrets enfouis attendent d'être révélés par les échos du temps? La pyramide rhomboïdale, un défi lancé à notre soif de connaissance.